Bienvenue dans le monde du vol. Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité, disait Antoine de Saint-Exupéry. L'histoire du vol libre est celle de l'humanité. Nos ancêtres les plus lointains ne regardaient-ils pas avec envie les oiseaux évoluer ? Grâce aux technologies d'aujourd'hui, à la connaissance de l'aérologie et à la maîtrise d'une bonne pratique, chacun peut avoir accès au vol libre. La Fédération française de vol libre regroupe le delta, le parapente, le kite loisir, le cerf-volant et le boomerang. Mais quelle est au juste l'origine de la Fédération française ? La Fédération française de vol libre est née en 1974. Elle a été créée par les deltistes au départ, puisque c'est la première discipline qui s'est développée historiquement. Les deltistes ont commencé à voler avec ces engins-là au début des années 70 en gros. Très vite, ces pionniers qui étaient un petit peu sûrement individualistes au départ ont senti le besoin de se fédérer. Il reste des souvenirs merveilleux, des souvenirs de gens extraordinaires avec qui on avait le sentiment d'être un peu des pionniers. Donc on avait un peu ce sentiment de découvrir un truc fabuleux et puis qui nous procurait beaucoup de plaisir, beaucoup c'est merveilleux de voler. Donc l'idée c'est de prendre ce qu'on appelle des thermiques. Alors un thermique c'est une masse d'air chaude en fait qui s'élève sous forme de bulle et nous on spirale, donc on tourne en rond dans ces colonnes d'air chaud pour monter, ce qui nous permet d'aller de montagne en montagne et de crête en crête et de se balader comme ça pendant des heures sur les reliefs, et ça c'est vraiment génial. La Fédération a mis en place pour l'ensemble de ces disciplines un réseau d'écoles qui permet la découverte et l'apprentissage progressif en toute sécurité. Alors quand tu es prêt, que tu as bien du vent de face, quand tu veux. On a différents moyens techniques pour arriver à envoyer les gens en grand vol. En premier lieu, on a la pente-école qui nous permet d'apprendre à décoller et à atterrir. Les premiers virages dans un endroit sécurisé. Et puis ensuite, on a le biplace pédagogique qui permet de démystifier un peu le grand vol. On a différents simulateurs aussi qui peuvent nous permettre de faire ça. Là, on est arrivé à la fin de la formation, donc on est sur le grand vol. Être tout seul là et puis tout gérer tout seul et puis avoir ce vide en dessous de toi. J'aime beaucoup ces sports où on est obligé finalement de lâcher tout ce qu'on a à côté et puis mettre tout de côté et puis juste réfléchir à ça, juste se concentrer sur ça. C'est vrai que c'est vraiment ça qui m'attire. Le delta, c'est aussi de nombreuses compétitions de distance sur des parcours déterminés, courus principalement dans deux catégories, L sport et L rigide, en France et à l'international. Le cerf-volant existe depuis des siècles. Et reculez quand vous êtes là-haut, les filles. C'est un loisir pour petits et grands sur toute la planète, mais c'est aussi un véritable sport. On a du cerf-volant qu'on pilote avec deux mains, de toute façon, et puis il y a deux fils, où il peut y avoir 4 fils. Donc le cerf-volant peut être soit triangulaire, ou quand il a 4 fils, dans ce cas-là, il peut être en forme de W, un peu plus rectangulaire. Il y a aussi des cerfs-volants avec un seul fil qu'on appelle des monofils, mais dans ce cas-là, on est plus dans le contemplatif ou dans l'artistique, avec des cerfs-volants qui peuvent être magnifiques, alors que les autres types de cerfs-volants, donc 2 fils ou 4 fils, sont plus dans ce qu'on appelle l'acrobatique, des cerfs-volants pour faire du vol en team, en équipe, ou du vol en compétition. Allez, on y va. 3 colonnes. Top. 8 horizontaux. Top. Le cerf-volant, en fait, c'est simple. Il y a une courbe de progression qui est très rapide. Ensuite, effectivement, si on veut progresser, là, il faut y investir un petit peu de temps. Il y a des compétitions, il y a des championnats de France, il y a des championnats d'Europe, il y a des Coupes du Monde. C'est un vrai sport pratiqué dans une centaine de pays à l'heure actuelle. Le cerf-volant, en France,
est un des plus gros acteurs du cerf-volant au monde. Quand on veut évoluer et réussir à faire poser son cerf-volant et redécoller, quand on veut faire des figures acrobatiques à son cerf-volant, c'est de la jonglerie. On est à la demi-seconde près et on est au millimètre. Donc c'est hyper technique. C'est comme une voiture de course. Voilà, il y a des aspects techniques du matériel qui sont aussi hyper importants. Il y a eu beaucoup de développement sur le cerf-volant parce qu'à une époque, on avait plus des cerfs-volants, je dirais, qui restaient dans une gamme de ce qu'on appelle précision. Après, il y a eu un développement sur les cerfs-volants de freestyle. C'est-à-dire que ces cerfs-volants, au lieu de voler normalement à plat, faire des ronds, on peut les mettre sur le dos, comme ceci, et les faire tourner sur eux-mêmes. Par l'évolution des cerfs-volants, ça fait que ça a créé plein de figures de freestyle. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fin de compte, c'est qu'on va expliquer aux gens comment voler, leur donner les astuces pour qu'ils maîtrisent justement ces figures de freestyle. Il faut déjà apprendre la technique à hop, hop, repartir dans la bonne direction. Après, vous pouvez le faire dans tous les sens. Si on veut commencer à s'améliorer, il y a une gestuelle à s'approprier. Il faut maîtriser la gestuelle pour pouvoir justement maîtriser des figures. Il est extraordinaire. Sam, il est réputé pour ça, donc on vient là aussi parce qu'ils font partie de ça. Sam et Laura font partie justement d'un niveau international. Donc on vient là pour acquérir justement de l'expérience. Ok. Allez, fais ton carré. Avance, avance. Avance, 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 recule, commence à reculer, recule. C'est fatigant, ouais. Surtout d'avoir fait avancer, reculer, c'est fatigant pour les jambes, pour les bras, pour la tête aussi parce qu'il faut être très très concentré, faut pas lâcher d'œil le cerf-volant parce que sinon ça part en n'importe quoi et faut toujours faire très attention. Alors là tu dois avancer, avancer, avance, avance. Avance, voilà, elle est parfaite cet angle. C'est vraiment un sport qui me permet de relâcher la pression et de laisser libre cours à mon imagination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous par exemple, nous sommes vice-champions du monde. L'équipe champion du monde est également une équipe française. Allez, diamant, 1, 2, 3, 2, 1. L'épreuve phare en général, comme tout le monde l'appelle un peu, c'est des démonstrations, ce qu'on appelle des ballets en musique, qui peut s'apparenter un peu au patinage artistique, où on essaye d'être synchro sur la musique en interprétant des figures, ou ce qui peut s'apparenter aussi des fois, les gens comparent souvent à la patrouille de France par exemple, ce qu'on fait en vol avec la musique. Top, top. Droite. Là, on va au Havre, au site de Sainte-Adresse. On va aller faire du parapente. Ce qui est vraiment passionnant dans le parapente, c'est déjà on vole. C'est quand même ce qu'on dit un rêve de l'homme. Et c'est un sport où on est très libre finalement, parce qu'on a un sac à dos, le parapente dedans. On choisit un endroit en fonction des conditions et puis on s'envole, on profite de la journée. Quand on est sur un site adapté, avec les conditions adaptées, du matériel adapté, un état adapté, là on peut pratiquer en toute sécurité sans se mettre en danger. Depuis de nombreuses années, la fédération et puis ses membres ont un rôle très important déjà dans la négociation des autorisations pour notre sport. C'est le contact privilégié pour les autorités. Mais il y a aussi l'ouverture des sites, le maintien des sites, parce que sans site de pratique, ce serait complètement sauvage et on n'aurait aucune garantie de pouvoir voler à des endroits. Ensuite, il y a l'organisation des compétitions, il y a l'organisation de toute la vie associative. Donc là, on vient d'arriver sur site, on va préparer le matériel. On va regarder les conditions, voir si le vent est bien dans l'axe, bien comme il faut. On va gonfler un petit peu. Et puis si tout est bon, on ira voler. La voile, c'est très simple. C'est du tissu, des suspentes. Il y a des voiles de tout niveau qui ont des particularités en fonction de ce qu'on veut faire, si on est débutant, si on est plus expérimenté. Donc c'est tout simple, on se penche à gauche, on tire à gauche, on va à gauche, on se penche à droite, on tire à droite, on va à droite. Si on tire avec les deux freins, on ralentit, si on relâche, on accélère.
Donc la sellette, c'est ce gros siège qui est là, dans lequel nous on va être bien installé et on va être harnaché. On la met comme un sac à dos. On a des sangles qui viennent s'attacher. Tous les pilotes respectent un ordre en général. Toujours la même chose pour être bien attaché. Je suis bien attaché là, je suis bien attaché là. Et ensuite par ces maillons, la voile va venir s'accrocher. Hop, je l'accroche. J'accroche le deuxième. Et là, je suis prêt à prendre mes commandes et à partir voler. Et hop, c'est parti! La masse d'air est invisible. Il y a des tas d'indices par contre quand on apprend à les connaître, à les maîtriser. Autant c'est simple de tourner à droite ou de tourner à gauche et de se diriger avec son aile parce qu'on emmène où on veut. Autant l'aérologie, elle est à surveiller, elle est à prendre en compte parce qu'on l'habite, on habite la masse d'air. Et la masse d'air, elle peut se renforcer, il y a des endroits où il ne faut pas se mettre parce qu'on sera sous le vent et là on pourra être dans des perturbations. Donc en fait il faut rester humble. Tout vol doit être checké, vérifié et jamais se laisser emmener par l'euphorie. Parce que c'est là qu'est le piège, quand on se croit au-dessus du monde et c'est là qu'on fait une bêtise ou qu'on se laisse surprendre parce qu'on n'a pas été assez conscient et observateur. J'aime partager cette passion parce que c'est génial et que j'ai envie de donner ce qu'elle a de meilleur. Du coup, je me suis mis au biplace et 4 ans après, pas tout de suite, j'ai voulu passer une qualification qu'on appelle handicap, qui permet d'emmener des personnes en situation de handicap. On applaudit! Et cette joie qu'on a de vol partagé avec des personnes qui ne peuvent pas marcher ou qui sont à mobilité réduite, c'est vraiment une joie toujours renouvelée. C'est exceptionnel de donner accès à cette troisième dimension en partageant les vols. Depuis 2009. Quand je me réveillais du coma et que j'ai fait l'AVC derrière, et ben mon premier vol de parapente, ça a débuté ma vie actuelle. Je suis libre comme un oiseau, personne ne peut me faire du mal là-haut. Toutes mes douleurs, toute ma colère, et ben ça part. Je suis toute légère, il n'y a plus de handicap, il n'y a plus rien. Je vole, point. Je redeviens comme tout le monde, on ne me regarde plus différemment. Bruno, suite à un AVC, est devenu aphasique. Il a perdu la parole et il est handicapé du côté droit. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir toujours le sourire et d'essayer quand même de communiquer avec nous. Voilà. Bruno va voler en gondole avec Roland Vacogne de Ranciel pour le projet Andiciel. Il y a un gondole que vous voyez qui se prépare en ce moment. Tu veux dire autre chose? Donc il est heureux de voler parce que quand il est là-haut, en fait, il se sent vraiment libre. Voilà. Oui, la voile monte bien. Oui, on y va. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. La gondole a décollé. Super. Enfin, Alors la compétition de parapente, c'est comme une régate en voile exactement, sauf que c'est dans l'air au lieu d'être dans l'eau. Le ciel est à nous, en 3 dimensions, on peut aller partout. Le vol de distance représente actuellement la forme la plus connue des compétitions de parapente. Il s'agit de boucler le plus vite possible un parcours en fonction des conditions météorologiques du moment. Le tracé, d'une longueur comprise entre 50 et 100 km, est marqué par des balises à traverser dans un ordre défini. Chaque balise est repérée par ses coordonnées GPS. La compétition, c'est unique pour ça, parce que ça matérialise un peu les mouvements, parce qu'il y a plein de voiles partout. Et on peut réussir à mentaliser les mouvements de la masse d'air qui sont normalement invisibles.
Puis ce qui est magique aussi, c'est qu'on est tous une bande de copains et on se tire la bourre, on vit un truc ensemble, on travaille ensemble quelque part parce qu'on s'aide aussi, on s'entraide. Mais on est aussi les uns contre les autres, chacun essaye de gagner et ça fait un cocktail très très sympa. La principale difficulté de ce type de compétition est de profiter des courants ascendants pour prendre de la hauteur et de transiter ensuite pour relier la balise suivante le plus rapidement possible. L'observation fine du relief, de la nébulosité, la maîtrise technique de l'aile et l'analyse de la position des autres concurrents sont des éléments majeurs de la performance. Surtout à ce niveau de compétition où on sait que tout le monde est capable de gagner sur 120 pilotes et être devant avec tout le monde derrière, c'est quand même assez jouissif. Dans le parapente, le mental, c'est, on va dire, au moins 50% du travail sur une compétition. Mon premier objectif, c'est de coacher, de sélectionner les pilotes et de les encadrer lors des événements références et majeurs, championnat d'Europe, championnat du monde. Mon principal job, c'est de les assister et de les aider au mieux de manière à les mettre dans la situation de performance maximum. L'objectif, finalement, c'est de les faire arriver dans le groupe France, qui est le groupe des meilleurs pilotes qui, eux, préparent les meilleures compétitions et les podiums. La voltige représente sans aucun doute le format le plus spectaculaire et visuel des compétitions de parapente en solo ou en synchro. Mais il existe bien d'autres types d'épreuves, comme la précision d'atterrissage, le marché-vol et le vol de distance. En distance comme en voltige, la France peut compter sur ses athlètes pour truster les médailles lors des compétitions internationales. Love is forever, for worse or better. I need you still. Love is understanding, never demanding. I need to let you know that we belong. Le kite, c'est le mariage réussi du cerf-volant et du surf. Avec vague ou sans vague, presque dans toutes les conditions, avec foil ou sans foil, vitesse ou acrobatie, le kite est aujourd'hui praticable par tous si chacun, conscient de son niveau, respecte les règles de sécurité, pendant que d'autres chassent les records de vitesse sur des plans d'eau adaptés. A priori, je viens d'établir un nouveau record du monde de vitesse kite à 57 nœuds 60, ce qui fait 107 km/h à peu près de vitesse moyenne sur 500 mètres. Voilà, donc nouveau record du monde. Fabuleux. Autre discipline, mais aussi autres conditions requises, pas trop de vent et un grand terrain, le boomerang nous vient de la préhistoire et a d'abord servi comme arme de chasse, utilisée notamment par les aborigènes. C'est aujourd'hui un loisir, mais aussi un sport à part entière. Alors dans le boomerang, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'on est avec plein de personnes qu'on connaît. Par exemple, comme dans le football, il y a énormément de personnes qui veulent le faire.
Donc des fois les entraînements, il y a beaucoup de personnes, on se retrouve à l'écart alors que là on est très peu. Donc on se connaît tous et ça je trouve ça très sympa. Pour lancer un boomerang, il va falloir d'abord regarder le bon côté du boomerang, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est coloré, donc le mien c'est celui-là, donc avec le vert et le blanc, et derrière j'ai un côté donc rouge, uniquement rouge, et ça c'est l'envers. Une fois que je sais ça, pour le tenir, je cale mon boomerang ici entre pouce et index, là je vais juste venir pincer, et ensuite je viens caler mon boomerang sur mon bras, donc avec la palle qui me touche l'avant-bras. Une fois que je tiens bien mon boomerang, on va jouer avec le vent. Donc là, le vent vient de la gauche ici. Comme je suis droitière, je vais toujours lancer à 45 degrés à droite du vent. Le geste va être le suivant. Je vais venir armer mon bras, donc en arrière, avec le coude entre guillemets à 90 degrés. Mon coude va après passer au-dessus de mon épaule et je vais venir terminer mon geste avec un coup de poignet verticalement. L'été dernier à Albuquerque pour la Coupe du Monde, j'ai fini championne du monde, donc ça a été extraordinaire parce que c'est la première fois que je gagne ce titre mondial. Sur les compétitions, on a 6 épreuves différentes. On a de la vitesse, l'objectif c'est de faire 5 rattrapages le plus vite possible. L'endurance, c'est pendant 5 minutes faire le maximum de rattrapage. MTA, donc là le but du jeu c'est de lancer son boomerang et qu'il reste le plus longtemps possible en l'air et de le rattraper pour valider le lancer. Précision, c'est la seule épreuve où on ne rattrape pas, donc là on va être sur une cible géante et l'objectif ça va être de le faire tomber le plus proche possible de nous. Du rattrapage acrobatique. On a une liste de figures imposées donc qui commence par main gauche, main droite, jusqu'à foot catch où on s'assoit au sol et on rattrape avec les pieds. Au 6 rounds, là on est sur de la plus grande distance, donc là on va devoir lancer à 50 mètres pour avoir le plus de points possible en termes de distance et ensuite être le plus précis possible sur le lancer pour le rattraper au milieu, enfin là où on l'a lancé. Donc le boomerang se fabrique à partir de plaques généralement, donc de bois ou de composite ou de plastique. Donc le principe est relativement simple, on découpe la forme, ensuite on la profile à l'aide de papier de verre, de machine à poncer. Et ensuite on finit les réglages généralement sur le terrain, une petite déco fluo pour bien le voir. Et on arrive à faire des choses qui volent très très bien. Maintenant aussi on a une nouvelle technique, donc on est un peu les précurseurs en France donc avec l'impression 3D. Donc on arrive à fabriquer maintenant nos boomerangs fonctionnels en impression 3D. Il y a autant de sortes de boomerangs que de disciplines sportives dans le boomerang. On peut aussi inventer des formes un peu amusantes, un peu rigolotes. Donc un petit peu comme les magnifiques cerfs-volants décorés, multipales, en forme d'animaux. Voilà, tout est possible. Une aile, des skis ou un snowboard, des étendues de neige en pleine montagne, et c'est parti. Voilà, au début, on a commencé à essayer de voler nos voiles au bord de la route, au col du Lautaret. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on monte vraiment sur les sommets les plus engagés. Et on a gravi un petit peu tous les sommets qui sont autour de nous, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée évolution, quoi. Le snowkite, le vol à ski et le speed riding offrent une palette de pratiques multiples pour découvrir la montagne en 3 dimensions. En snowboard, en ski, tu es assez limité, tu es en haut de la montagne, en haut de la pente et tu as une ligne qui est dessinée. Après, en snowkite, tu es plutôt en bas de la pente et c'est à toi d'imaginer où tu peux partir dans tous les sens. Quand les conditions sont parfaites, c'est juste incroyable d'avoir cet effet en 3 dimensions. On peut aller vraiment dans des pentes assez incroyables, des couloirs, des grands plateaux, des grosses traversées. C'est de la randonnée non-stop toute la journée et on atteint des sommets vraiment stupéfiants. En 2011, j'ai fait champion du monde de freestyle en ski au Snowkite Master. C'est des hits assez courts, très dynamiques, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est quand même assez violent, assez technique. Voilà, ça on voit, on fait des galipettes dans les airs, on tire des kite loops, c'est des manœuvres de voile un petit peu radicales. C'est un aspect du sport, c'est un aspect qui demande quand même un petit peu de jeunesse. Plus accessible et en parapente, le challenge vol et ski. Cette compétition, ce sont des touch and go qui consistent à toucher des piquets en l'air, à faire déposer, traverser des lignes à couper ou des zones de glisse, avec un atterrissage avec une cible et un piquet à toucher derrière. On a l'habitude de travailler sur du cross, des grandes distances, et là on travaille avec nos parapentes sur des basses vitesses, à la limite de décrochage de la voile.
On adore partager le snowkite, le parapente aussi, toutes ces activités de vol libre. C'est vraiment plein de sports différents, mais un même esprit. La fédération, c'est 600 clubs et 300 écoles. Toutes disciplines confondues, mais on a de plus en plus maintenant des clubs qui sont multi-activités, c'est-à-dire un parapentiste peut très bien faire du kite. L'avantage de nos disciplines, c'est qu'elles sont vraiment très complémentaires. Avec la vitalité de ces disciplines de pleine nature et l'expérience acquise, la Fédération française de vol libre attire toujours plus de pratiquants.